ce jour, quels sont... Je reprends à ce jour. Ouais, mais attends. Faut faire ça pour... Ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Inspire. Je suis aujourd'hui avec Founé qui va venir vous parler de son expérience, qui nous a fait l'honneur de participer à ce tout premier épisode. Voilà, alors Founé, je te laisse te présenter. Donc bonjour à tous, je m'appelle Founé, j'ai 28 ans, je viens de Montreuil, dans le 93. Alors, de quoi tu es venu nous parler aujourd'hui ? Alors, je suis venue te parler de mes différentes expériences, notamment que j'ai effectuées à l'étranger dans le cadre de mes études et de mon travail. D'accord. Alors moi, j'ai convié Founé à nous rejoindre aujourd'hui parce qu'elle a une très belle expérience, voilà, de jeune fille partie des cités où on pourrait penser que ça puisse bloquer pour les études ou pour les voyages. Et Founé est la preuve et va venir vous parler justement de tous ces voyages qu'elle a pu faire et de ce que ça lui a apporté aujourd'hui en tant que femme et dans ses projets. Donc, qu'est-ce qui t'a incité à faire ces voyages justement ? Alors, mon premier voyage était en Corée du Sud. D'accord. Je l'ai fait dans le cadre d'un échange universitaire. J'étais en licence 3, communication. Alors, je savais que je voulais aller à l'étranger. Ça, je l'ai su dès ma licence 1. Donc, j'ai fait les recherches pendant 2 ans. Après, le pays restait à déterminer. Donc, à ce moment-là, j'avais postulé pour aller en Angleterre et aussi donc dans différents pays d'Asie. Il me semble la Chine, la Corée du Sud. Alors, pourquoi l'Asie ? Parce que ça m'attirait un peu déjà à cette époque. Ouais. Donc plus jeune, je lisais des mangas, etc. Mais bon, je n'étais pas vraiment attachée à la culture. Et c'est en découvrant des séries, des séries coréennes par le biais de ma meilleure amie qui est thaïlandaise, qui m'a un peu donné envie d'aller voir ce qui se passait là-bas. Donc elle t'a donné envie de découvrir sa culture en même temps en te montrant ses séries. C'est ça. C'est ça, c'est super. C'est ça. Et tu as eu un petit stress parce que tu étais jeune à ce moment-là. Enfin, tu es toujours jeune, mais est-ce que tu as eu un petit stress de te dire c'est mon premier voyage, comment je vais faire ? Eh bien justement, je pense que le fait que j'étais aussi jeune, j'avais 21 ans, il y avait l'insouciance qui allait avec. Ok, les jeunes. Donc du coup, franchement, j'ai pas vraiment ressenti d'appréhension. Je pense que j'étais pas trop consciente de ce que j'étais en train de faire. Parce que tu allais quand même à l'autre bout du monde là. Toute seule. Ben oui. Toute seule pendant 1 an. D'accord. Voilà, donc ça, j'avais pas vraiment conscience. Et après, il y avait toute l'excitation de partir, de préparer son voyage, etc. Donc franchement, je pense que non, à ce moment-là, ça allait. Et du coup, alors, il y avait un tri, il y avait un concours ou c'était juste sur dossier ? C'était une sélection qui se faisait sur dossier. D'accord. En fait, au moment de la licence 3, on a la possibilité de prétendre à un échange. D'accord. Et donc, il faut remplir un dossier et c'est l'université d'accueil. Alors, d'abord, il y a l'université française et ensuite l'université d'accueil qui nous accepte. Et alors après, en fonction des universités, il y a différents critères. Ça peut être les critères académiques, les notes, etc. Ensuite, l'investissement dans la vie universitaire, les activités qu'on fait à côté et puis le profil de l'étudiant. D'accord. Voilà. Et du coup, c'était Erasmus ? Alors non, justement, Erasmus, c'est destiné aux pays d'Europe. D'accord. Donc moi, c'était un programme à part qui n'avait pas forcément de nom à l'époque, je ne me souviens plus. Mais voilà, qui était pour les pays d'Asie. Et alors, ce premier voyage, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant ? Alors, en arrivant, là, j'ai compris. Là, j'étais quand même un petit peu loin, là. C'est ça. J'ai compris que j'étais toute seule à l'étranger. D'accord. Que c'était pas du tout ma culture, que c'était très différent. Ouais. Mais voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation. On va dire que les premiers jours, c'était un peu bizarre parce qu'on se rend pas compte qu'on est loin. D'accord. On se rend pas compte que on a des gens différents autour de nous, qu'il y a des codes, etc. Ouais. Mais après, ça s'est très, très, très bien passé. Et tu as rencontré des gens, tu étais sur un campus ou tu étais logée sur un campus universitaire ? Ouais, j'étais logée au sein de l'université parce que les campus là-bas, c'est un peu sur le modèle américain. D'accord. C'est des petites villes.
Donc oui, on avait un logement dans le campus. En fait, tout était déjà carré avant qu'on arrive. D'accord. On avait déjà payé, etc. Donc j'étais au sein du campus et donc je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai pu m'intégrer comme il fallait. Donc je me suis fait un petit groupe d'amis, donc de 4 filles venues de France, d'Hollande et de Suisse. Ok. Et grâce à elles, franchement, mon séjour s'est très très bien passé. Et on est toujours en contact d'ailleurs. Et du coup, c'était grâce à l'anglais que tu as pu te faire ces connaissances. Est-ce qu'on peut faire juste une minute pour les gens qui ne parlent pas anglais? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, Founé? Alors moi, j'avais commencé à apprendre l'anglais à l'université. Alors, j'ai pas du tout fait d'anglais au lycée. D'accord. Non, parce que je faisais allemand et à ce moment-là, ils avaient retiré la LV2. Ah, d'accord. Donc voilà, j'avais des petites bases et tout, mais je parlais pas du tout anglais. Mais à l'université, du coup, comme j'avais cet objectif en tête, je me suis mis en tête d'apprendre l'anglais pour partir ensuite. D'accord. Donc pendant ma licence 1, ma licence 2, je me suis donnée à fond sur l'anglais. J'ai même choisi de faire une mineure en anglais. Ok. Après, voilà, c'est de l'anglais qu'on fait à l'université. Ça reste pas de l'anglais pratique. Okay. Jusqu'à ce qu'on le mette en pratique. Ouais. Donc quand je suis arrivée, j'avais des bases, etc. Mais ça restait quand même difficile. Mon anglais n'était pas si fluide que ça. Mais quand même, tu avais confiance en toi en te disant, bon, j'ai des petites bases en anglais, et je vais pouvoir quand même discuter avec les gens. Parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas. Ils se disent l'anglais, c'est difficile. Founé vous montre que vous pouvez commencer en licence et parler anglais, ça facilite et ça ouvre les portes justement. Et ça, c'est génial parce que ça crée des amitiés que tu as gardées. Alors du coup, après ce premier voyage en Corée, est-ce que ça t'a mis la puce? Est-ce que ça a développé en toi cet amour des voyages? Tu as eu envie d'en faire plus? Ah oui, justement. Alors entre-temps, quand je suis revenue de Corée, j'ai obtenu ma licence. Et après ça, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai pris une année de pause pendant laquelle j'ai beaucoup voyagé. Ok. Mais voilà, c'était des voyages touristiques. Ouais. Et à la suite de ça, j'ai découvert un master didactique des langues étrangères. D'accord. Dont le but est ensuite d'enseigner le français aux étrangers quand on est à l'étranger. Enfin, à l'étranger. Ok. Et aux étrangers quand on est en France. Ok. Donc ça m'a beaucoup plu. Enfin, je pense que voilà, je voulais continuer à voyager, je voulais continuer à avoir ce contact avec les étrangers. D'accord. Et donc à la suite de ça, j'ai effectué un stage en Corée. Ouais, encore une fois. Et alors pourquoi tu es revenue comme ça? Je pense qu'à ce moment-là, j'étais encore beaucoup attachée au pays. Ouais. Et l'opportunité, en réalité, elle s'est un peu présentée comme ça. Enfin, c'est mes profs qui savaient que j'avais fait un échange en Corée et qui m'ont orientée vers le stage. Donc je l'ai obtenu assez facilement. Okay. Et voilà, donc c'était pas de la découverte, mais c'était des retrouvailles. Avec les personnes que tu avais rencontrées là-bas. Avec les personnes que j'avais rencontrées là-bas, on était encore bien en contact. Ouais. Et puis voilà, c'était très 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 bien. Ouais. Ça a duré 2 mois. Ok. Et c'était dans une université. Et qu'est-ce que tu faisais pendant ton stage? C'était pour étudier ou pour travailler? Alors non, j'étais enseignante. D'accord. Ouais, j'étais enseignante de français, j'avais un groupe dont j'avais la charge tous les jours. D'accord. Et ces enseignants-là, ensuite, allaient étudier à l'université dans laquelle j'étais à la rentrée. C'est une belle opportunité. Ouais, c'était vraiment une belle opportunité. Et je pense que c'est cette opportunité-là qui m'a permis ensuite de prétendre à un travail... Dans ce domaine-là? Ouais, dans ce domaine-là, assez facilement. C'est une belle expérience, quoi. Ouais. T'es jeune à ce moment-là, tu te dis, t'es à l'autre bout du monde, t'enseignes le français. C'est un bel exemple. S'il y a des personnes qui nous regardent et qui viennent de banlieue, qui se disent, moi, je peux pas le faire, voilà, Founé vous montre que vous êtes votre seul blocage. Hein, si vous vous lancez, que ce soit pour l'anglais, que ce soit pour les voyages, vous pouvez vraiment réussir et puis vous enseigner votre propre langue. C'est pour ça que c'est aussi important de l'étudier pour pouvoir être un exemple et que vous ouvriez le chemin. Parce que toi, du coup, là, si tu en discutes avec des gens qui ne savent pas trop quoi faire, tu peux leur dire, voilà, moi je suis partie, j'avais pas spécialement réfléchi, puis il y a des opportunités quand même dans les facs qu'on a en France. Carrément. C'est génial, c'est parti d'un échange et puis ça t'ouvre des portes à un nouveau métier. C'est ça, C'est vraiment super. Et après ça, du coup, t'es repartie dans un autre pays? Et donc oui, après ça, donc 2 ans... Enfin non, 1 an et demi après, j'ai eu mon premier boulot en Tanzanie. D'accord.
Donc tout va bien, on passe de l'Asie à l'Afrique. Alors je sais pas pourquoi j'ai choisi sans frontières. Ouais, sans transition là. Donc la Tanzanie, je sais pas pourquoi j'ai choisi ce pays. Je pense que c'est l'offre en soi qui me plaisait beaucoup. D'accord. L'émission. Et aussi parce que c'est un pays que j'ai toujours voulu visiter. Pour moi, la Tanzanie, c'est magnifique. C'était un pays à voir. Donc, je me suis lancée. Et donc là, c'était pour enseigner le français aussi? Ouais, c'était pour enseigner le français. D'accord. Ouais. Ok. En rapport avec tes études ou là, tu avais fini tes études et t'es partie? J'avais terminé mon Master 1. Ok. Et donc, c'est comme une année de césure. On avait l'opportunité ensuite de partir pendant 1 an, toujours. Donc, j'ai pris 1 an pour partir. Ok. Donc, voilà. Et alors, ça t'est arrivé, cette nouvelle découverte? Après, là, entre l'Asie et l'Afrique, il y a une distance, il y a un gap qui est quand même énorme. D'accord. Après, moi, de par mes origines, j'étais pas vraiment choquée. Donc, c'est au niveau des cultures, au niveau de l'accueil, de tout. De tout, les personnes, la culture, les codes, l'environnement. Ouais. L'environnement, c'est pas l'Asie. En Corée, tout était technologique. À l'époque, ils étaient... je dirais qu'ils avaient 4-5 ans d'avance sur nous, déjà, à ce moment-là, alors que là, en Tanzanie, c'est quand même un pays développé grâce au tourisme. D'accord. Mais ça reste quand même un pays en voie de développement. Ok. Donc voilà, il y avait des galères. Donc t'es passé du futur au passé. Ouais, exactement. Exactement, en quelques années. Ben oui. Donc il y avait les conditions de vie, ça allait, mais voilà, il y avait des galères avec l'eau, il y avait des galères avec l'électricité, avec Internet, etc. Et du coup, toi qui habites en France et tu découvres ça devait être un petit peu choquant quand même. Ouais, après, justement, de par mes origines, je le savais, je m'y attendais, mais là, le vivre pendant 1 an, c'est différent. Ouais, ça devait être lourd psychologiquement quand même. Au début, mais après, ça va, parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est rien. C'est des futilités, tout ça. Ouais. Tu vois, à partir du moment où tu t'adaptes, tout va bien, c'est rien. Tu n'auras pas d'eau pendant 1 ou 2 jours, tu vas pas mourir. D'accord. L'électricité, c'est la même chose. Et ça te permet d'avoir un petit peu de la gratitude pour ta vie en France quand même. Ah mais carrément. Et puis de relativiser sur les choses. Je pense que justement, moi, c'est à partir de cette expérience-là que je me suis dit, c'est pas grave. Il y a des choses qui sont pas graves. Faut pas se prendre la tête sur des futilités. Il y a des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves. Ouais. Et aussi, cette expérience-là m'a permis un peu de m'écarter de la société de consommation. D'accord. Parce qu'avant ça, j'étais un peu une acheteuse compulsive. D'accord, ça t'a soignée? Mais ça m'a carrément soignée. Parce que là-bas, tu n'as pas l'opportunité de consommer comme on consomme ici. D'accord. Tu n'as pas d'énormes centres commerciaux. On ne te donne pas la... T'as pas de tentation. Non, t'as pas de tentation. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas besoin de tout ça. Mais oui. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on est entouré de tentations, on a trop envie, puis on te dit le Black Friday et les soldes. C'est ça. Arrêtez d'acheter tout et n'importe quoi, ça sert à rien. C'est clair. C'est vrai que ça a dû t'aider à faire des économies aussi. Ah oui, justement, j'ai fait des économies et j'ai utilisé ces économies-là pour voyager. D'accord. Quand j'étais en Tanzanie. Après, du coup, ou pendant que t'étais en Tanzanie? Pendant. Alors, j'ai surtout voyagé dans le pays. Mais il est énorme, donc il y a tellement de choses à voir. D'accord. Mais j'étais contente d'investir mon argent dans ça et puis ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Et professionnellement parlant aussi, c'est une expérience qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. D'accord. Ouais. Mais du coup, cette découverte d'un niveau de vie très bas par rapport à ce que toi t'avais, est-ce que ça t'a ému, est-ce que ça t'a touché ou tu t'es dit plutôt comment je pourrais changer ça? Alors oui, je me suis au début... après, il y a quand même beaucoup de pauvreté. Ouais. Elle est un peu moins présente que dans certains pays, mais c'est vrai que c'est un peu gênant. Ouais. Tu te sens pas très bien vis-à-vis de ça. Après, en même temps, tu sais pas trop quoi faire. Tu vas pas non plus le donner à tout le monde, mais tu vas pas non plus rien faire. Donc ouais, tu as envie de t'impliquer. Après, moi, je me suis posé la question de comment, mais après, je viens pas de ce pays-là, c'était un peu compliqué. Ouais. Mais au final, je pense que justement, par le fait de donner des cours de français, c'était ma manière à moi de m'impliquer. Là, j'étais avec une institution, c'était une école privée, les parents étaient assez aisés, mais à côté de ça, je donnais d'autres cours dans des écoles publiques, ce qu'ils avaient besoin, voilà. Donc, je pense que c'était ma contribution à moi. Parce que du coup, pour eux, le fait de parler français, ça leur ouvre un petit peu la porte, comme toi, l'anglais, ça t'a ouvert la porte sur le monde. Ouais. En fait. Eux, ça leur ouvre une porte sur le monde et professionnellement parlant.
c'est un atout ensuite pour travailler en Afrique de l'Ouest. D'accord. Ouais. Et alors, à ce jour, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Que fais-tu? Après, suite à ça, j'ai eu d'autres expériences à l'étranger. D'accord. J'en ai une notamment en Éthiopie, qui, je pense, a réorienté ce que je voulais vraiment faire. Qu'est-ce que tu y as fait en Éthiopie? Alors, je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères, pour le compte de l'ambassade de France, où j'étais chargée de mission éducative. D'accord. Et donc là, j'étais plus prof, enfin, j'étais plus que prof. J'étais aussi responsable d'une école. Et j'étais responsable de projets éducatifs pour le compte de l'ambassade. Et donc, ça m'a permis de voir que j'étais capable. J'étais capable d'avoir toutes ces responsabilités, j'étais capable de manager des gens, j'étais capable jeune âge quand même. Hein. Ouais, très jeune, ouais. Et j'étais capable de mettre en place des projets éducatifs à l'échelle internationale. D'accord. Et donc, c'est une expérience, ça m'a vraiment beaucoup plu. Sachant que l'environnement n'était pas top, mais c'est les missions qui m'ont fait tenir. Donc, suite à ça, j'ai voulu m'orienter vers un poste à responsabilité. D'accord. Et je pense que ça s'est fait naturellement. Donc, en revenant en France, c'était compliqué. Les retours, c'est un peu compliqué à chaque fois. Mais donc là, je suis restée encore dans cette voie-là, pour le service public, le ministère, où là, j'ai eu un poste encore chargé de mission éducative en France. Ok. Et qu'est-ce que tu y faisais exactement? Alors, je m'occupais de programmes éducatifs pour des écoles à l'étranger. D'accord. Des écoles privées à l'étranger. Alors, c'était très intéressant, mais le fait, je pense, de ne pas avoir de contact avec le terrain, c'était un peu compliqué pour moi parce que je ne voyais pas trop la finalité de mes projets, la finalité des actions et je ne voyais pas trop l'intérêt. Pourquoi mettre en place des projets éducatifs pour des écoles privées qui ont l'argent, qui ont les moyens, qui peuvent le faire, tu vois, et puis tu vois pas trop vraiment la réalisation sur le terrain, même si ça m'a beaucoup appris. Je pense que ça m'a beaucoup appris sur le plan méthodologique, même pédagogique. Mais voilà, après cette expérience, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire pour des écoles ici? Pourquoi ne pas le faire pour nos écoles, pour les écoles où j'ai été scolarisée, voire pour des associations. Tu es revenu un peu à tes sources, te dire, bon, ok, c'est bien de faire des choses pour les autres pays, mais j'aimerais bien aider les personnes de mon quartier, par exemple. C'est ça, exactement. D'accord. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est alors toujours mener des projets éducatifs, mais axés sur l'accès à l'éducation. D'accord. Voilà. Donc en banlieue parisienne, par exemple? Oui, en banlieue parisienne, par exemple. Là, je travaille bénévolement pour une association qui s'appelle Du Lala. D'accord. Et en gros, ils veulent montrer que le bilinguisme des enfants, le plurilinguisme des enfants, n'est pas un frein pour l'accès au français, mais au contraire, c'est une richesse. Bah oui, parce que si tu es déjà habitué à parler plusieurs langues chez toi, forcément, si tu apprends une nouvelle langue, ça sera plus facile. C'est ça. Et à côté de ça, en fait, ils prônent le vivre ensemble. L'inclusion sociale, d'autres compétences sociales comme la confiance en soi, l'ouverture d'esprit, la tolérance. Et moi, c'est ce genre d'action-là que j'ai envie de porter. C'est génial, parce que du coup, les enfants, c'est vrai que quand ils grandissent dans un quartier, ils sont à un jeune âge, ils ne sont pas habitués à parler français chez eux, ils se sentent un petit peu à l'écart et c'est bien qu'il y ait des associations comme ça qui leur disent mais non, c'est une force en fait, justement, c'est ta force de parler une autre langue, de pouvoir en apprendre d'autres plus facilement. Tout à fait. Moi, pour avoir vécu cette expérience-là, je sais que je suis arrivée, je parlais pas du tout français et pourtant, ça t'empêche pas de faire tes études, ça t'empêche pas d'évoluer, ça t'empêche pas de voyager. Au contraire, justement, ça t'ouvre ton esprit et ça, c'est ça. Au contraire, c'est un très beau projet. Oui. À partir du moment où on se dit que ces choses-là ne sont pas un obstacle, mais plutôt quelque chose qui va t'aider. Je pense que les choses vont mieux. Voilà. Donc justement, moi je pense que les actions de cette association-là, par exemple, ça permet aux enfants de prendre conscience que oui, moi j'ai des compétences. J'arrive à parler plusieurs langues, je comprends plusieurs langues, j'arrive à jongler entre ces langues-là. Donc voilà, j'ai quelque chose et je peux exploiter ça ensuite pour plus tard. Et puis ils ont une conscience différente. C'est vrai qu'ils arrivent à faire la différence entre le fait de parler leur langue à la maison et puis sortir et switcher à parler français. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile pour eux de s'adapter. Si un jour ils voyagent, ils savent qu'ils doivent parler cette langue à ce moment-là ou à ce moment-là. Et ça, c'est génial.
Et toi, du coup, ton mot de la fin pour un petit peu encourager nos spectateurs, des étudiants peut-être, jeunes ou moins jeunes, qui voudraient voyager, se lancer un peu dans l'expérience à l'étranger, qu'est-ce que tu leur dirais Moi, je dirais que les seuls obstacles qu'on se met en réalité, c'est ceux qu'on a dans la tête. Quand on a envie de faire quelque chose, je pense qu'il faut se lancer. Après, certaines personnes disent que voilà, moi, j'ai pas les moyens pour, mais qui vous a dit que vous ne les aviez pas? C'est ça. C'est vous, vous-même, peut-être les autres, mais encore à la limite, les autres, on s'en fout. C'est vous qui allez, c'est votre vie, quoi. Il faut prendre en main les choses. Donc, je pense que voilà, à partir du moment où on a envie de faire quelque chose, il ne faut pas se mettre d'obstacles et il faut y aller. Voilà, et puis vous pouvez toujours trouver un petit job à côté et vous offrir votre voyage. On est en France quand même, on a des opportunités et ça, faut pas les rater. Donc voilà, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé ta belle expérience. Et j'espère que ça va vous inspirer, vous qui regardez cette vidéo, qui aurez la chance de tomber dessus sur cette belle expérience de Founé, qui vous montre qu'il n'y a vraiment rien qui vous empêche de voyager. Au contraire, profitez des opportunités qu'on a. Bon, là, après le confinement, c'est un petit peu compliqué, mais dès que tout sera relancé, vraiment, lancez-vous parce que vous avez un exemple. Et puis moi, je vais vous mettre ses contacts, voilà, en dessous de la vidéo. Et puis vous pourrez la contacter si vous avez plus de questions. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao! Au revoir!